C'est l'un des compléments alimentaires les plus consommés en France. Tout le monde en parle, mais savez-vous réellement à quoi sert le magnésium? De combien en avez-vous vraiment besoin? Où en trouver dans votre alimentation? Est-ce qu'il faut en prendre en complément? Et si oui, comment choisir un bon produit au milieu des centaines de références existantes? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions pour vous proposer la vidéo la plus complète sur le magnésium, parce qu'on entend parfois beaucoup de contre-vérités sur le sujet. Et comme d'habitude, toutes les références des études sont en description. Pour l'anecdote, il faut savoir que le magnésium tient son nom du grec magnésia, une région de Thessalie en Grèce, connue pour sa richesse en magnésium et en magnétite dans l'Antiquité, et qui serait aussi à l'origine du mot magnétisme. C'est l'un des éléments les plus abondants dans le corps humain, il est essentiel à toutes les cellules, le cofacteur de plus de 300 réactions enzymatiques, notamment celles liées à la synthèse d'ATP. Il joue aussi le rôle d'électrolyte. Côté alimentation, les principales sources alimentaires sont les légumes verts, le magnésium étant l'un des éléments constitutifs de la chlorophylle, les herbes comme le basilic et le persil, les oléagineux, en particulier les noix du Brésil, les graines de lin, les graines de tournesol, les amandes et les noix de cajou, certaines légumineuses et céréales complètes telles que le sarrasin, le millet, l'avoine, le soja, les haricots ou les pois chiches, enfin le cacao, c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a dans le chocolat noir. À noter que les aliments les plus riches sont de loin les algues séchées. Simplement, elles représentent un apport négligeable dans la population occidentale et vu leur faible consommation. Mais voilà, c'est une bonne raison d'en ajouter dans vos plats de manière occasionnelle. Aucun de ces aliments n'est à la fois suffisamment riche et consommé en quantité suffisante quotidiennement pour couvrir les besoins en magnésium. C'est donc la variété de l'alimentation, hein, comme pour beaucoup de nutriments, qui permettra d'éviter les carences. Mais pour voir si l'alimentation peut suffire, il faut déjà d'abord regarder quels sont nos réels besoins. Ces besoins, justement, ont été fixés chez les adultes par l'EFSA, l'Agence sanitaire européenne, à 350 mg par jour pour les hommes et 300 mg par jour pour les femmes. L'Agence française l'ANSES fixe quant à elle les apports satisfaisants à 380 mg par jour pour les hommes et 300 mg par jour pour les femmes. Et quand on se base sur ces besoins et qu'on regarde les apports des gens dans la vraie vie, on observe que la carence en magnésium est tout de même l'une des plus répandues. L'apport moyen en France est de 341 mg par jour, d'après l'étude INCA 3, ce qui n'est vraiment pas si mal hein, pour les femmes, mais un peu insuffisant pour les hommes. Mais c'est une moyenne, hein, la moitié de la population en consomme moins de 329 mg par jour, certains beaucoup moins, hein, et ces apports ont tendance à diminuer chez les plus de 65 ans. En 1997, la célèbre étude française Suivimax a montré que 75% des hommes et 77% des femmes étaient en dessous de l'apport nutritionnel conseillé. Et c'est la même chose aux États-Unis, où environ 68% des gens consomment moins que les apports conseillés. Alors pourquoi des apports trop faibles en magnésium chez de nombreuses personnes? Tout simplement parce que les aliments en contenant ne sont pas assez consommés par une grande part de la population. Hein. Légumes verts, oléagineux, céréales complètes, légumineuses ont vu leur consommation diminuer depuis 60 ans, avec aussi la montée des aliments raffinés et ultra transformés. Le pain complet, par exemple, contient 2 fois plus de magnésium que le pain blanc. De plus, le magnésium est soluble dans l'eau. Une partie est perdue lors des différentes étapes de transformation et de cuisson. L'acide phytique présent dans ces aliments peut aussi limiter l'absorption du magnésium. Et les techniques trempage, germination, temps de cuisson suffisant permettant de diminuer la teneur en phytate sont certainement moins pratiquées que par le passé. Certains problèmes de santé peuvent aussi jouer un rôle. Hein. L'obésité et le diabète de type 2, dont la prévalence n'a cessé de monter depuis 40 ans, hein, augmentent également les risques de carence et certaines maladies de l'intestin peuvent en diminuer l'absorption, alors que des problèmes rénaux peuvent au contraire en augmenter l'élimination. Les personnes âgées sont aussi souvent plus à risque de carence en raison à la fois d'apports insuffisants et d'une moins bonne absorption. Les sportifs qui transpirent beaucoup perdent une quantité plus importante de magnésium via la sueur. Et enfin, le stress est aussi lié à un taux de magnésium plus faible dans plusieurs études. Mais alors, est-ce impossible de couvrir ces besoins uniquement via l'alimentation? Alors, pas du tout, hein, heureusement. Et pour vérifier ça, par exemple, j'ai tout simplement pris mon cas personnel en rentrant mes repas de la veille dans une appli qui s'appelle Chronometer, qui calcule aussi les apports en micronutriments. Eh bien, moi-même, j'étais surpris d'être très largement au-dessus, avec 436 mg sur la journée. Je vous ai mis la liste des aliments qui ont constitué mes sources principales pour vous donner une idée. Comme vous le voyez, c'est surtout ma poignée d'amandes, un peu de chocolat noir, du cabillaud, patates douces, une banane, un peu de pain complet et quelques autres légumes. Bref, clairement rien d'impossible.
C'est avant tout une question d'alimentation, voilà, vraiment bien équilibrée à base de produits bruts. Et si jamais vous vouliez prendre un complément, restez jusqu'au bout de la vidéo. Je vais aussi vous expliquer comment le choisir juste après. Mais depuis le début, on parle du magnésium, mais je ne vous ai toujours pas expliqué à quoi il servait exactement. Pour comprendre l'importance du magnésium, une première approche est justement d'observer les conséquences d'une carence aiguë. Selon l'ANSES, un déficit en magnésium peut avoir de nombreuses conséquences pathologiques telles que des troubles gastro-intestinaux et rénaux. Une déficience peut entraîner une hypocalcémie et hypokaliémie avec des symptômes cardiaques et neurologiques. Ensuite, on peut aussi se pencher sur toutes les études ayant testé les effets d'une supplémentation en magnésium face à différentes situations. La vitamine D est à la fois l'autre carence très courante dans la population et l'autre micronutriment aux très nombreux effets. Son métabolisme est par ailleurs étroitement lié à celui du magnésium. En effet, le magnésium sert de cofacteur pour plusieurs enzymes impliquées dans les différentes étapes du métabolisme de la vitamine D et il est nécessaire pour le bon fonctionnement des protéines de liaison à la vitamine D qui sont les molécules transportant la vitamine D dans le sang puis dans les différents tissus. Vitamine D qui, elle, semble augmenter l'absorption du magnésium. Il apparaît donc qu'une carence en magnésium pourrait aggraver une carence en vitamine D et inversement. Pour confirmer cette hypothèse, penchons-nous sur une étude de 2018 qui a voulu tester les effets d'une supplémentation en magnésium sur le taux de vitamine D. Pendant 12 semaines, la moitié des patients ont pris un placebo et l'autre moitié un complément de magnésium sous la forme de biglycinate de magnésium. La dose était personnalisée, mais était en moyenne de 205 mg par jour. Résultat, à la fin des 12 semaines, les personnes qui avaient un taux de vitamine D dans la fourchette basse ont vu le taux de plusieurs métabolites de la vitamine D légèrement augmenter par rapport au placebo, alors que celles qui avaient au départ un taux plus élevé ont vu ces taux diminuer. Conclusion, il semble donc bien que le magnésium module le métabolisme de la vitamine D en améliorant ce dernier si le taux est un peu faible, mais sans effet si le taux est trop bas, et en protégeant également contre la toxicité d'un taux de vitamine D trop élevé. Il faudra également d'autres travaux pour confirmer cette relation, les interactions entre les nutriments étant d'une grande complexité, mais il faut garder en tête qu'une carence peut potentiellement en aggraver une autre. Côté cerveau, les effets neurologiques du magnésium vont découler de son rôle spécifique dans celui-ci où il agit comme un gardien des récepteurs NMDA qui sont des récepteurs à la surface des synapses liés au mécanisme de la mémoire, de l'apprentissage, etc. Pour faire simple, le magnésium empêche ces récepteurs de s'activer pour des signaux faibles et donc d'exciter les neurones inutilement lors des périodes de calme. On a observé que de faibles taux de magnésium étaient associés à une hyperexcitation neuronale liée à une plus grande activation de ces récepteurs, une hyperexcitation qui peut endommager les neurones à long terme. À partir de ce constat, on peut se poser la question si une carence ou à l'inverse une supplémentation en magnésium pourrait influer sur certaines pathologies neurologiques. Dans la dépression, certains patients sont résistants aux antidépresseurs classiques, ce qui a poussé la recherche vers d'autres alternatives en s'intéressant notamment à ces fameux récepteurs NMDA, dont l'activité anormale pourrait jouer un rôle dans la maladie. La kétamine, un psychotrope utilisé comme anesthésique générale, cible justement ces récepteurs, ce qui a amené les chercheurs à tester cette molécule sur la dépression avec des résultats très prometteurs. Et comme le magnésium agit aussi sur ces mêmes récepteurs, est-ce qu'une supplémentation en magnésium pourrait aussi éventuellement avoir un effet sur la dépression? C'est à cette question qu'ont voulu répondre des chercheurs iraniens en donnant à des patients souffrant de dépression et ayant un faible taux de magnésium, soit un placebo, soit 500 mg de magnésium par jour pendant 2 mois. Résultat, les deux groupes ont vu une réduction du score de leurs symptômes dépressifs, mais celui du magnésium était tout de même plus important. D'autres travaux sont là aussi, comme toujours, nécessaires pour affiner ces résultats, selon différents contextes, mais il semble que le magnésium puisse participer à réduire les symptômes dépressifs, seul ou en conjonction avec un médicament ou avec d'autres molécules. C'est une piste donc intéressante. La migraine semble aussi liée à un plus faible taux de magnésium que la moyenne. Une étude de 2008 a par exemple fait prendre à un petit groupe de patients souffrant régulièrement de migraine 600 mg de magnésium par jour pendant 3 mois avec une réduction de 50% de l'intensité des symptômes. On observe également que les personnes ayant des troubles du sommeil ont souvent un taux de magnésium dans le sang inférieur à la moyenne. Néanmoins, il s'agit d'un lien de corrélation, c'est-à-dire
Donc on ne sait pas si c'est la carence qui provoque les troubles du sommeil ou l'inverse. Une étude a montré que diminuer le temps de sommeil de personnes saines pendant 4 semaines finissait par diminuer aussi leur taux de magnésium. Il est donc possible que la carence en magnésium soit une conséquence des problèmes de sommeil chez certaines personnes. Néanmoins, une supplémentation en magnésium semble tout de même améliorer la qualité de sommeil, plus de sommeil lent profond chez des personnes carencées. Un autre effet très étudié du magnésium est celui sur différents paramètres de la santé cardiovasculaire. Une carence importante en magnésium peut entraîner une arythmie cardiaque et est associée à un plus grand risque cardiovasculaire. Chez les personnes carencées et celles souffrant d'hypertension, une supplémentation en magnésium pourrait réduire notamment la pression artérielle. Un des paramètres de cette santé cardiovasculaire est la rigidité artérielle ou à l'inverse l'élasticité artérielle qui mesure la capacité d'une artère à se contracter ou à s'étendre quand le sang la parcourt suite aux pulsations cardiaques, permettant une circulation fluide. Une étude de 2016 a testé les effets d'une supplémentation de 350 mg par jour de magnésium sur ce paramètre chez des personnes en surpoids ou obèses pendant 24 semaines, avec une réduction significative de cette rigidité à la fin de cette période. À noter que cet effet n'a été observé qu'à la fin des 24 semaines, suggérant la nécessité d'une supplémentation sur le long terme. Le magnésium est aussi bien connu pour réguler les contractions musculaires. Rien d'étonnant donc à ce que les muscles contiennent environ 30% des réserves de magnésium de tout l'organisme. Des carences importantes augmentent d'ailleurs les crampes et les douleurs musculaires, mais est-ce que, à l'inverse, une supplémentation en magnésium pourrait être utile pour réduire les crampes dans différentes situations? Une revue systématique Cochrane n'avait trouvé aucun effet significatif chez les seniors. Chez les femmes enceintes qui souffrent également de crampes pendant la grossesse, il y a un lien entre un faible taux de magnésium et la récurrence de ces crampes, mais malheureusement, les résultats des études sur le sujet sont mitigés pour le moment et ne montrent pas d'effet significatif de la prise de magnésium. Et cette revue Cochrane n'avait pas trouvé non plus d'études intéressantes quant à la réduction des crampes chez les sportifs. Comme évoqué en début de vidéo, les diabétiques de type 2 ont généralement un taux de magnésium inférieur à la moyenne. Le magnésium étant impliqué dans le métabolisme du glucose et dans l'activité de l'insuline, il est donc logique de se demander si une supplémentation pourrait améliorer les marqueurs de cette maladie. Une méta-analyse de 28 études disponibles sur le sujet, avec une supplémentation moyenne de 380 mg par jour pendant 12 semaines, a montré une diminution de la glycémie à jeun, du cholestérol LDL-C, des triglycérides et de la pression artérielle. Un effet certainement plus important chez les personnes carencées, mais qui reste insuffisant pour remplacer les traitements médicamenteux. On peut dire que le magnésium pourrait être un petit bonus pour cette population. Voilà, encore une piste à creuser. D'autres effets du magnésium sont parfois cités, mais on manque cruellement de données sur ces sujets pour en tirer la moindre conclusion. Il existe par exemple un lien entre un taux élevé de magnésium et un risque plus faible de cancer colorectal, mais c'est certainement dû à l'effet protecteur des aliments qui en contiennent et qui sont aussi souvent riches en fibres. Sur la performance sportive, même si le magnésium est fondamental à la production d'énergie, il n'existe malheureusement qu'une seule étude de qualité réalisée sur de vrais sportifs et dont les résultats, bien que positifs, n'ont pas été répliqués depuis. L'effet positif d'une supplémentation chez les sportifs est plutôt à voir comme l'élimination d'un facteur limitant en cas de carence que comme un produit pouvant améliorer au-delà les performances. Un risque de carence qui est accru avec l'augmentation de l'élimination du magnésium par la sueur et les urines ou lors d'un effort physique, comme je l'ai dit. Et c'est pour ça que certains experts estiment qu'il faudrait fixer les besoins des sportifs au moins 10 à 20% au-dessus des besoins de la population générale. Maintenant que l'on a vu quelles étaient les conséquences d'une carence et les populations plus à risque de déficit, posons la question de comment choisir un complément. Alors, je ne suis pas là pour vous dire si vous devez en prendre un ou non. Comme d'habitude, je ne vous donne jamais d'avis médical. C'est à titre d'information uniquement et pas la peine de me demander non plus mon avis sur toutes les marques du monde. Je vais vous expliquer ici quels sont les critères à regarder pour ensuite vous laisser faire le bon choix tout seul. Et comme je vous l'ai montré, il est tout de même possible d'avoir des apports suffisants via l'alimentation, mais voilà, ça demande d'avoir une alimentation bien structurée et équilibrée.
Plusieurs paramètres biologiques internes vont influer en amont sur l'absorption du magnésium au niveau de l'intestin. D'une part, le taux de magnésium dans le sang et les réserves dans l'organisme vont réguler cette dernière en l'augmentant en cas de carence et en la diminuant quand les apports sont suffisants. D'autre part, comme évoqué, un taux suffisant de vitamine D sera nécessaire pour une absorption optimale du magnésium. Quand il est consommé via une alimentation variée et équilibrée, le taux d'absorption du magnésium est en moyenne entre 30 et 40%, certains composants des aliments pouvant améliorer cette absorption, comme l'inuline, alors que d'autres peuvent la diminuer, tels que l'acide phytique ou, dans une moindre mesure, l'oxalate. Dans les compléments, le magnésium n'est jamais tout seul. Il est lié en fait à une autre molécule pour le stabiliser, éviter son interaction avec d'autres minéraux et faciliter son absorption. Ces sels de magnésium peuvent être distingués en 3 catégories. Les sels inorganiques solubles et insolubles, les sels organiques solubles et les sels aminocomplexés ou complexes organiques solubles. On parle aussi parfois de sels de première, deuxième et troisième génération en rapport avec la chronologie de leur mise sur le marché. Alors passons en revue rapidement les caractéristiques de chacun d'entre eux, la distinction se faisant sur 3 critères: la quantité absolue de magnésium élément dans le sel, le taux d'absorption et enfin l'impact sur la digestion. L'oxyde de magnésium, historiquement il s'agit de l'une des premières formes utilisées. Il en contient plus de magnésium élément que la plupart des autres sels, mais son absorption est la plus faible avec le carbonate de magnésium et entraînant un effet laxatif non négligeable. L'hydroxyde de magnésium, alors ce sel n'a aucun intérêt en supplémentation, ayant également un effet laxatif et une faible absorption. Il possède des effets antiacides, raison pour laquelle on le retrouve dans certains médicaments destinés à soulager les problèmes de reflux gastro-œsophagien. Le chlorure de magnésium, souvent utilisé en raison de son faible coût, le chlorure de magnésium a une meilleure biodisponibilité que la plupart des autres sels inorganiques, mais il peut aussi rapidement être laxatif à partir d'un certain seuil. Un chirurgien français, Pierre Delbel, avait mis sur le devant de la scène après la Première Guerre mondiale pour lutter contre les infections, et certaines personnes le conseillent toujours pour ces raisons, mais les preuves scientifiques sont malheureusement absentes sur ce sujet. C'est ce sel que l'on trouve aussi dans le nigari, ces paillettes de sel marin d'origine japonaise vendues souvent comme un produit miracle, ce qui n'est jamais évidemment un bon signe. Le fameux magnésium marin, qui comme le nigari est souvent mis en avant pour son côté naturel, n'est en fait pas une forme unique de magnésium, mais un mélange de différents sels inorganiques, principalement de l'oxyde, de l'hydroxyde, du chlorure et du sulfate de magnésium. La teneur est bonne, mais sa biodisponibilité est plutôt mauvaise, avec des effets laxatifs prononcés. Il s'agit donc de l'un des moins bons choix en fait, que vous pouvez faire pour combler une carence en magnésium. Donc vraiment, en fait, le magnésium marin, c'est naturel, mais oublié. Le lactate de magnésium, le magnésium est ici lié à de l'acide lactique, la fameuse molécule produite par les muscles à l'effort, et également utilisée comme additif alimentaire. Sa biodisponibilité est bien meilleure que celle des sels inorganiques, mais un léger effet laxatif reste possible. Le citrate de magnésium, l'une des formes les plus couramment utilisées, la solubilité du citrate de magnésium permet également de le rajouter facilement dans l'eau ou d'autres boissons. Là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Elle est bien tolérée et possède une très bonne biodisponibilité. Et le malate de magnésium a aussi certainement des propriétés similaires au citrate de magnésium. Le bisglycinate de magnésium, connu aussi sous le nom de glycinate ou de diglycinate de magnésium, est un sel dit de 3e génération et qui, à la différence des sels organiques et inorganiques, est lié à un acide aminé, la glycine, ce qui permet un transport du magnésium différent via la voie d'absorption des acides aminés. En conséquence, bien que sa teneur soit moyenne, sa biodisponibilité est très bonne, sans trouble digestif. L'effet sédatif de la glycine permettrait de renforcer un petit peu les effets calmants du magnésium sur le système nerveux. Le glycérophosphate de magnésium, c'est l'autre sel de magnésium dit de 3e génération, qui a également l'avantage d'avoir une très bonne tolérance et de ne pas provoquer de troubles digestifs et qui possède une bonne absorption. L'apport de phosphate pourrait être considéré comme un petit point négatif, l'alimentation étant déjà riche en phosphore, donc il faut surveiller les apports, mais c'est essentiellement
en cas de problème rénaux. Un point important est que le glycérophosphate est rarement utilisé dans les études sur le magnésium, donc ça limite un petit peu les données sur le sujet. On a aussi le taurate ou taurinate de magnésium. La taurine est connue pour améliorer l'action et l'assimilation du magnésium, et c'est pour cette raison que l'on en trouve dans de nombreux compléments. Cela a conduit certains fabricants à vouloir chélater directement de la taurine au magnésium sous le nom de taurate ou de taurinate de magnésium ou sous une forme brevetée qui existe également. Voilà, quelques données semblent indiquer que ces formes seraient aussi plus efficaces pour atteindre les cellules nerveuses dans le cerveau, mais il s'agit uniquement d'études sur modèle animal, avec parfois des modes d'administration directs. Voilà, donc bref, une piste intéressante, mais pour l'instant, pas beaucoup de données extrapolables à l'homme sur ces formes de magnésium. On trouve aussi parfois du magnésium liposomal, c'est-à-dire que le magnésium est encapsulé dans un liposome, ce qui améliore son absorption et sa tolérance digestive. Enfin, il faut aussi que je cite le L-thréonate de magnésium. Il s'agit d'un cas à part dans le magnésium. En effet, l'alliance avec l'acide L-thréonique semble plutôt pouvoir traverser plus facilement la barrière hémato-encéphalique et augmenter la concentration en magnésium dans le cerveau, spécifiquement plus que les autres formes de magnésium. Cela améliorait la plasticité synaptique et en conséquence l'apprentissage et la mémoire et lutterait contre le déclin cognitif. Les recherches restent encore très limitées, essentiellement sur modèle animal, mais plusieurs études cliniques sont en cours pour tester son efficacité, notamment pour diminuer les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, c'est une forme intéressante, une piste très intéressante, mais pour l'instant, les données sont très limitées, donc c'est juste pour votre information et c'est un sujet à suivre ces prochaines années. Enfin, dans un complément, vous pouvez trouver d'autres molécules qui peuvent améliorer l'absorption du magnésium. La vitamine B6 est présente dans de très nombreux compléments. C'est vrai que des données montrent qu'un peu de B6 agirait en synergie avec le magnésium pour en améliorer les effets. D'autre part, la taurine, qui est naturellement présente dans le corps humain, où elle joue notamment un rôle de neurotransmetteur. Elle semble pouvoir augmenter un peu le transport du magnésium spécifiquement vers le cerveau. Il est difficile d'avoir un avis définitif sur la question, mais en se basant sur ces données limitées, il semble qu'associer un peu de taurine à du magnésium serait un petit bonus pour lutter contre les effets du stress et de l'anxiété, mais rien d'obligatoire. En conclusion, le magnésium est un minéral central au bon fonctionnement de nombreuses fonctions vitales, avec notamment un lien étroit avec le métabolisme de la vitamine D. Un bon niveau de preuve existe sur la réduction des symptômes dépressifs et l'intensité des migraines, et il est probable qu'il améliore aussi la qualité du sommeil chez les personnes carencées. Carence qu'il faut éviter pour une bonne santé cardiovasculaire aussi, notamment pour maintenir une bonne élasticité artérielle. Les diabétiques de type 2 pourraient aussi tirer un bénéfice modeste d'une supplémentation qui ne peut pas remplacer les autres traitements, évidemment, ainsi que les seniors, parce qu'avec l'âge, notre organisme absorbe moins bien le magnésium. Et on a aussi les sportifs. Enfin, les preuves pour d'autres paramètres sont trop faibles pour en tirer des conclusions hâtives. Côté complément, avec des centaines de références rien que pour le magnésium, il n'est pas évident pour le consommateur de s'y retrouver. Le critère le plus important est évidemment le type de sel de magnésium. Donc, oubliez tout ce qui est magnésium marin, chlorure de magnésium, etc. Le citrate ou le malate de magnésium sont un bon choix basique, surtout pour les petits budgets. Le bisglycinate de magnésium, voire le glycérophosphate sont de très bons choix qu'on trouve dans des compléments de qualité. Certaines marques mettent parfois plusieurs formes de magnésium pour jouer sur différentes voies d'absorption, ce qui est une stratégie intéressante aussi, si on utilise des sels de qualité évidemment. Dans tous les cas, il faudra tester votre sensibilité digestive pour voir si vous le supportez bien. Enfin, l'ajout de vitamine B6 est un bonus intéressant et celui de taurine est optionnel, mais c'est toujours bon à prendre si c'est dans une quantité physiologique évidemment. Vous connaissez tout désormais sur le magnésium et comment choisir un bon complément pour vous retrouver dans toute cette jungle des produits. Dites-moi en commentaire si vous prenez parfois un complément de magnésium, lequel et pourquoi, ça m'intéresse toujours, même si je ne vous donnerai pas mon avis sur chaque produit et sur chaque marque. Si vous voulez en savoir plus sur les oméga 3, cliquez sur la vidéo qui apparaît. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.